Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà! À 10 ans, j'ai été travailler pour une dame qui en avait 4 enfants et qui avait 10 vaches. Et moi, j'étais remployée pour garder les vaches et j'ai gagné 60 escudos par mois. J'ai resté pendant 2 ans avec cette dame et après j'entrais à la maison parce que je voulais ma mère. Je préférais avoir faim, me voir ma mère. Il n'y a pas si longtemps, je l'entendais encore parler de ça. Il est parti avec un petit sac plastique, quoi, vraiment un petit sac dans lequel il y avait toute sa vie. Donc sa vie, c'était pas grand-chose. Et il a pris des risques parce que en traversant l'Espagne de Franco, il y avait quand même ces milices qui étaient présentes et il y a un garçon dans son groupe qui s'est fait tirer dessus. Et voilà, donc il raconte comment il a dû se cacher dans une sorte de maquis avec son petit sac plastique, traverser l'Espagne qui était dangereuse. Il a réussi à arriver en France et il raconte souvent aussi le train qui le fait arriver à la gare d'Austerlitz. Je crois que les Portugais, enfin, ils arrivaient tous par cette gare et il arrive avec son petit sac. Il sait pas parler un mot de français. Et il me raconte qu'il a quand même passé sa première nuit dehors à dormir sur un banc parce que il avait juste une adresse sur un petit bout de papier d'un cousin portugais qui devait l'accueillir, mais il savait pas aller jusqu'à cette adresse et c'est seulement le lendemain, après cette nuit sur un banc, où il a vu un monsieur passer dans la rue, une sorte de moustachu qui ressemblait à un Portugais et il s'est dit: «Ouh, celui-là, à mon avis, il est portugais» et donc il l'a approché, il lui a parlé portugais et effectivement, c'était un Portugais qui a pu lui expliquer comment rejoindre le quartier de la Boissière à Montreuil et donc il a pu rejoindre je crois que c'était même pas des cousins, c'était juste des gens du village, voilà, qui allaient l'accueillir et l'aider dans ses premiers pas. Mon père, il tout de suite, mais ça intéresse qui? Ça intéresse personne, etc. Et c'est drôle parce que là, on se rend compte que si, ça intéresse énormément de gens, et tout simplement parce que ça permet de discuter. Moi, je pense qu'il y a énormément de familles portugaises avec qui ont du mal à avoir des informations. Et les parents, les grands-parents racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Mais des fois, ce qu'on aimerait entendre, c'est les choses qu'ils n'ont pas envie de raconter. Alors c'est sûr, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais c'est tellement enrichissant. C'est enrichissant parce que tout simplement, c'est important de savoir. C'est important de savoir. Après, si les gens ne veulent pas raconter, ça ne sert à rien de forcer, on ne va pas les forcer. Mais ça reste important de savoir. Bon, c'était trop dur de quitter Portugal parce que c'était mon pays et j'aimais bien parce que j'avais toutes mes copines en sachant que j'ai tout laissé là-bas pour venir avec un homme que je ne connaissais pas trop. J'ai eu de la chance que mon mari il était trop gentil et machin et tout ça, mais j'ai venu avec une angoisse en disant qu'est-ce qui va se passer. J'étais contente de dire, tiens, tu pars en France, tu vas voir qu'une personne pour m'occuper, en sachant que j'ai laissé 5 à la maison. Bon, c'était un bonheur au début. Hein. Mon papa, il était bien triste. Mes frères, j'ai dit même rien, parce que quand je me mariais, le petit, il avait 14 ans ou 15 ans. Bon, c'était une horreur. Mais bon. Alors donc, ça veut dire que j'ai tout laissé derrière, mon Portugal, ma famille, mes collègues, ma maison, la maison de ma grand-mère, quoi. Et donc on se retrouve à 4 dans cette loge de concierge. Moi j'en ai des souvenirs plutôt sympas, j'avoue, même si en effet c'était plutôt précaire et c'était pas facile.
je pense, pour mes parents. Voilà, parce qu'à l'époque, quand tu étais concierge, tu étais obligé d'être là non-stop. Tu n'étais pas comme aujourd'hui où il y a des heures, de telle heure à telle heure, la concierge est à telle heure à telle heure. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, tu étais corvéable et tu devais être disponible. Parfois, le soir, ils venaient taper à la porte. Enfin, je veux dire, on était en train de dîner, ils tapaient le matin très tôt. Enfin, peu importe, c'était comme ça. Je suis partie vivre chez mes grands-parents à Viana, qui m'ont élevée avec les jeunes sœurs de mon père qui habitaient encore à la maison. Et mes parents ont essayé de me faire revenir en France à l'âge de 2 ans et demi. Et ça s'est pas bien passé parce que je les connaissais pas en fait. Je les connaissais pas. Il y avait donc ces 2 personnes qui étaient mes parents et un bébé. Et donc visiblement... voilà, l'acclimatation s'est pas faite et mon grand-père me disait toujours que voilà, je voulais plus manger, je parlais plus, etc. Donc il est revenu me chercher. Qui était une grand-mère un peu austère, donc assez charismatique, mais qui en même temps, dès que je la voyais, elle me prenait dans ses bras et elle me faisait des gros câlins avec sa grande poitrine. Elle avait une grosse poitrine, je me souviens, et j'adorais voilà, elle me posait tout plein de questions. Elle était très curieuse, elle était très entière et surtout, elle était très mystique. C'est-à-dire qu'elle priait beaucoup, elle m'a appris à prier, j'allais avec elle à l'église. Et je me souviens, donc ma mère l'appelait toutes les semaines, évidemment, et quand on était en France, je l'entendais parler avec ma grand-mère. Et puis quand on était ensemble, enfin bref, elle avait aussi des dons de divination. C'est-à-dire que je me souviens que ma mère l'appelait pour lui demander est-ce que ça va bien se passer, ça va mal se passer. Donc elle n'était pas du tout, comment dire, elle le faisait juste en interne pour ses enfants, pour sa famille. Elle ne recevait pas des gens chez elle, quoi. C'était pas officiel, c'était vraiment un secret de famille. Mes grands-parents étaient des paysans, hein, donc ils avaient des vaches, des moutons, des porcs, voilà, ils tuaient le cochon. On faisait nos chourices, enfin ma grand-mère faisait ses chourices. J'ai des souvenirs très précis de soirées où ma grand-mère avec d'autres femmes du village coupait la viande en petits morceaux le soir en chantant. Et moi, je les accompagnais, j'étais à côté, je trouvais ça génial. Où on passait des soirées avec les voisins après le dîner qui venaient s'installer au coin du feu. Enfin, il fallait vraiment voir le truc, quoi. C'était incroyable. Enfin, je veux dire, c'est fou de se dire que j'ai pu vivre 2 ans avec mes grands-parents dans une pièce unique, avec une pièce qui nous servait de chambre où je dormais avec mes 2 tantes dans un même lit, et pourtant j'étais heureuse, quoi. J'étais heureuse dans cette manière de vivre, et parce qu'il y avait beaucoup d'amour et d'affection là-dedans, et Un long et périlleux trajet en voiture parce que je sais pas ce que les Portugais ont, mais il s'agit d'arriver le plus vite possible. Mais à tel point qu'il est arrivé un épisode dans notre famille dont on parle aujourd'hui et on rigole, mais qui nous a pas fait rigoler à l'époque. C'est que mon père, une fois, tellement il était pressé, il a arrêté la voiture de nuit à une station-service pour aller aux toilettes. Il a pas vu que ma sœur s'était levée aussi. Et donc il remonte dans la voiture et il démarre sans regarder derrière. Et il y avait que moi qui dormais pour se rendre compte, 100 km plus tard, que ma sœur n'était pas là et qu'elle était restée... à la station essence. Donc voilà, c'est des voyages, voilà, ça c'est un épisode aujourd'hui, oui, je dis on en rigole, mais je crois que j'ai jamais vu mon père aussi flipper de sa vie. Donc il a roulé très vite dans l'autre sens et ma sœur a eu le réflexe de rester au même endroit, mais bon, je pense qu'elle a dû avoir la peur de sa vie aussi. On a été en voiture, on a fait le chemin jusqu'à Bragança. En voiture aussi, on a revécu un peu ça, mais avec des pauses à Bordeaux. 2 jours de pause à Bordeaux. Alors que nous, avant, c'était vroom. Quand est-ce qu'on s'arrête? Vroom, on s'arrête pas. Fallait aller aux toilettes tout à l'heure, mec. Et nous, par contre, on a fait des pauses. On a fait le voyage en 4 jours au lieu de 20 heures. Et du coup, voilà, on sait qu'elle est petite, on sait qu'elle n'aura pas de souvenirs, mais c'était important que, je sais pas, qu'elle sente l'odeur, l'atmosphère, l'ambiance de Trás-os-Montes.
J'ai l'impression que tous les gens qui viennent de cette terre en sont très fiers. Je sais pas qu'on est... quand même, les Transmontanos sont des gens... Et en général, les gens du Nord, Minho, Alto Douro, tout ça, voilà. On est des gens très fiers. On est des gens très liés à la racine, aux racines, à la terre. Tu te rends compte que quelque part, tu as des origines portugaises en parlant avec les autres. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas été élevé de la même façon, qu'il y a des évidences qui ne sont pas si évidentes que ça pour les autres. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ma bande dessinée qui s'appelle Les Portugais, quand on a travaillé avec Aurélia Ottenwalter qui se fait appeler Chico, il y a des évidences par exemple sur qu'est-ce que... un bijou, le pain, qu'est-ce que blouson, il y a des choses comme ça qui pour moi étaient des évidences et lui qui comprenait pas forcément. Je lui dis mais si parce qu'il y a ça, etc. Et puis d'un coup on se rend compte qu'on est tous élevés avec cette culture portugaise omniprésente, mais qu'on intègre sans s'en rendre compte en fait quelque part. D'en parler et d'en rire, c'est aussi peut-être le moyen de ne pas oublier qu'on est passé par là, que les temps ont été difficiles et que les autres générations qui rêvent aujourd'hui de d'autres pays qui passent par là, eh ben, ils ont droit au respect auquel nous, on aspirait à cette époque. Les clichés, c'est quoi? C'est finalement ce que moi je racontais aussi dans le premier spectacle, les blagues que j'ai subies aussi, maçon, ménage, moustache. Il y a des gens qui faisaient des blagues comme ça, je les ai entendues. Que faire? Se battre contre des blagues? C'est-à-dire en arriver au coup de poing? Non, peut-être vaut mieux se les approprier pour raconter la vraie histoire de tout ça. Et en sachant qu'après, à partir du mois de septembre, j'ai fait le ramassage des pommes. L'année passée, j'ai fait 32 jours de ramassage des pommes. J'étais dans un bonheur, on chante, on rit, on dit de conneries et on rigole. Il y en a les hommes qui rigolent avec nous, nous on rigole avec les hommes. C'est vraiment une autre amitié que moi, en France, je n'avais pas. J'ai travaillé toute seule avec mon mari. Alors donc, je n'avais pas ça pour moi. Là, maintenant, c'est ma deuxième vie. Dans le répertoire du fado, il y a un fado qui s'appelle Apresse, donc qui veut dire la prière, et dans lequel les Portugais qui chantent disent « Des mains de Dieu, j'accepte tout, tant que je meurs au Portugal ». Et quand j'entends ce fado, je comprends à quel point je ne suis pas portugaise. Parce que moi, j'en ai rien à faire de savoir où je vais mourir, quoi. Et on n'a pas le même attachement à la terre. Les Français ont beau être chauvins, ils ne sont pas attachés à la terre comme un Portugais peut être attaché à sa terre. Bien sûr, tout ça peut varier d'un individu à un autre, mais quand même de façon générale, c'est pas du tout le même attachement. Et c'est normal, c'est à voir avec l'histoire des gens. Et voilà, vous venez d'écouter quelques extraits de la saison 1 du podcast Agosto. J'ai eu la joie d'enregistrer les récits d'Almerinda, Sandra, Lizzie, Hilde, Olivier, José, Marie-Yvonne et Christelle. Si vous souhaitez écouter les épisodes en entier, rendez-vous sur le site www.agosto-podcast.com ou sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Enfin, n'hésitez pas à partager et à suivre l'aventure Agosto sur Instagram ou Facebook et à me faire un retour sur votre écoute. Até breve!